Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain ici à Metz, au lycée de la communication. Nikos Aliagas avait inauguré il y a pratiquement un an à Thionville. Nikos Aliagas, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Avait inauguré cette formule junior de nos face aux lecteurs. Il y a quelques jours, Yannick Noah était à Nancy à votre place. Une fois n'est pas coutume, Jean-Pierre, vous ne poserez pas ce matin les questions. Ce sont 6 lycéens et étudiants autour de moi qui se forment au métier de l'audiovisuel, de la communication et du cinéma, qui vont vous laisser le dernier mot. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Ces jeunes lecteurs de notre journal ont souhaité revenir sur votre parcours de TF1 et évidemment sur RTL. Ils ont également choisi d'interroger l'homme de télé et de radio que vous êtes, notamment sur l'évolution des programmes et des médias. Je vous présente, sous les applaudissements nourris de notre public, Pauline, Hélène, Mathilde, Lucas, Clément et Jérémy, avec qui j'ai préparé cette émission. Et c'est Pauline qui va ouvrir votre face au lecteur, Jean-Pierre, avec cette première question. Bonjour. Salut Pauline, ça va? Ça va très bien, merci. Nous aimerions savoir si vous vous reconnaissez dans l'image que les médias renvoient de vous. Je ne sais pas quelle est l'image que les médias renvoient de moi, mais enfin, le plus important dans ces métiers, dans le métier que vous allez faire un jour, je vous le souhaite et que vous aimerez, c'est de rester soi-même. Donc moi, je suis moi, comme je suis. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre celui que je suis à la maison et celui que je suis à la télévision ou à la radio. Donc, je suis parfaitement en accord avec moi-même. Et bon, les médias, parfois, me renvoyaient l'image de quelqu'un de lisse, comment dirais-je, de gentil. Mais je ne pense pas que la gentillesse soit une tare ou un défaut. Hein, ça surprenait à l'époque où il fallait, à la télévision, absolument sortir du lot et être arrogant. Je pense que pour durer, il faut rester soi-même. Il y a 3 semaines, c'était la rentrée. C'était ma 47e rentrée. Hein. Donc ça vous laisse un peu réfléchir. Vous vous dites, s'il a commencé à 20 ans, et non, il n'est pas tout jeune. Non, mais j'ai pas commencé à 20 ans, j'ai commencé avant. Bon, 47e rentrée, et toujours en accord avec moi-même, toujours en restant moi-même. Et je pense que plus de 20 ans à TF1, au cumulé, je ne sais plus combien d'années RTL, autant ou plus à RMC, non. Peu importe l'image que l'on renvoie de moi, le plus important, c'est l'image que vous, sans l'intermédiaire des médias, avez du présentateur qui est face à vous. Alors justement, l'avis du public, une question de Lucas. Donc bonjour. Salut. On aimerait savoir quelle image pensez-vous avoir auprès des Français? Ah, mais c'est la même question pratiquement, puisque mais c'est l'image de quelqu'un, il me semble d'assez sympathique, hein, me semble-t-il. Si ça n'est pas le cas, il faudra tout de suite que vous me le disiez. De quelqu'un de consensuel, de quelqu'un qui essaie de plaire à l'image d'une télévision comme TF1 qui est généraliste, qui essaie de plaire à l'ensemble de la famille. Vous savez, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, lorsque j'ai créé une émission qui s'appelait Sacrée Soirée, qui avait beaucoup de succès, on s'était dit avec le président de TF1, on va faire comme une veillée. C'est-à-dire que, comme si nous étions autour du feu, les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, et quand on fabriquait le programme de Sacrée Soirée, on disait, tiens, ça va plaire à ma mère, ça va plaire à mon neveu, ça va plaire à ma grand-mère. Donc, l'image que j'ai, c'est l'image de quelqu'un qui, me semble-t-il, est apprécié de toute la famille. Et d'ailleurs, je suis toujours extrêmement content lorsque je vois un gamin, encore plus jeune que vous, qui vient me voir et qui me dit « Bonjour Jean-Pierre ». Ce qui prouve que vraisemblablement, ça doit fonctionner. Une question maintenant de Clément, pour le téléspectateur forcément averti que vous êtes. Bonjour Jean-Pierre. Salut Clément. Alors, on voudrait savoir ce que vous ressentez quand vous vous voyez sur un écran de télévision. L'avantage pour moi, c'est que j'essaie de faire un maximum de télévision en direct. Donc au moins, je me regarde pas. Hein. Mais je ne pense pas que vous connaissiez un présentateur de télévision qui aime se regarder. Moi, j'aime pas beaucoup me regarder, et il paraît que il faut me regarder quand je me regarde. Il paraît que ça vaut le coup. Hein. C'est-à-dire que si l'image est là, je me regarde toujours un peu de travers parce que je n'ose pas m'affronter de face. Bon, c'est comme ça. Je ne sais pas si les comédiens aiment se regarder au cinéma. J'en connais qui n'osent pas le faire. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à me regarder à la télé. M'écouter à la radio, c'est pas un problème. Mais me regarder à la télé, non. C'est pour ça que, bon, quand on est en direct, au moins, on est tranquille. Et je ne vais pas ensuite sortir l'enregistrement de l'émission pour la voir. Vous avez quasiment évoqué les termes au mot près
qu'Hélène va employer dans la question qui suit. Bon, mais il faut partir alors, mon petit. Hein. Bonjour, monsieur Foucault. Oh là, si tu m'appelles monsieur Foucault, Jean-Pierre. je vais mettre une cravate et puis. Ouais. Alors, une question que vous avez, on a déjà un peu abordée. Les Français ont de vous l'image d'un personnage qui est très lisse, qui est très consensuel, donc très sympathique, comme vous avez dit. Est-ce que cela correspond vraiment à votre véritable personnalité ? Oui, j'ai répondu en effet à la question, c'est la mienne. Lisse, c'est pas forcément sympathique dans la bouche de quelqu'un. Hein, quand on dit consensuel, on dit il va pas faire de mal à l'invité qu'il reçoit. Mais moi, je pars du principe, peut-être simpliste, que si je reçois quelqu'un dans mon émission, c'est comme si je le recevais chez moi, et je ne reçois chez moi que des gens que j'aime. Je suis désolé, ceux que je n'aime pas, je ne les reçois pas. Si je les aime, je les reçois correctement. Alors c'est ce qui parfois donne peut-être... On fait le même reproche à Michel Drucker. Hein. C'est ce qui donne peut-être cette impression d'être lisse et puis toujours brossé dans le sens du poil. Je suppose que quand tu invites tes amis, c'est pas pour les mettre dans l'embarras et c'est pas pour leur sortir des vilainies. Hein. Non, moi je suis comme ça et je suis en tout cas parfaitement en accord avec moi-même. Ce qui est le plus important, la télé, c'est un miroir grossissant. Si on ment, ça se voit. Donc moi je pourrais pas mentir depuis tant d'années. C'est pas possible. Hein. On dirait celui-là et il se moque de nous. La télé, c'est une pièce qui n'est pas écrite. Hein, puisque tout ce que nous disons, ce n'est pas écrit, on fait ping-pong avec l'invité. Si ça fait ping-ping, c'est pas rigolo. Donc il vaut mieux attendre ce que l'invité dise et en fonction de ça, non pas se raccrocher à une question qu'on a préparée quelques jours avant, mais répondre vraiment à ce qu'il vient de vous dire. Donc poser la question, écouter la réponse et répondre et être soi-même. Alors, sans transition, une question plus intime, plus personnelle, toujours avec Hélène. Alors, donc, en 2005, vous avez sorti une autobiographie, Le sourire aux larmes, dans laquelle vous confiez des informations plutôt intimes et tragiques au sujet de votre famille. Est-ce que vous y voyez une fonction cathartique dans cet ouvrage, un moyen de vous libérer d'un certain poids depuis des années ? Oui, je ne voulais pas le faire avant, de peur qu'on dise il s'en sert pour sa carrière. Donc déjà en 2005, j'ai plus rien à prouver, hein, puisque j'étais le présentateur que vous connaissez. J'avais un taux de notoriété qui approchait les 100%. C'est comme ça, j'y peux rien, c'est comme ça, parce qu'il y a tellement de temps que je suis là. Et j'avais envie en écrivant ceci, d'abord de me libérer de ces secrets qui étaient lourds pour moi à porter. Et j'avais envie de montrer à celles et ceux qui me faisaient l'amitié de me lire que contrairement aux apparences, tout n'est pas aussi simple dans ce monde magique qu'est la radio et la télévision. Vous savez, on appartient dans un monde où le public est en droit de dire « Oh, c'est super sympa ce qu'il fait, qu'il fréquente des gens connus, il voit des artistes, ça paraît tellement simple. » J'ai même quelqu'un un jour, quand j'ai commencé, qui a dit à ma mère « Je l'écoute à la radio, mais il a un métier à part ça. » Donc, non, mais c'est un métier. Donc, ça donne l'illusion de la facilité. Alors que c'est tout, vous le verrez au fil des années, sauf facile. Il faut travailler pour réussir dans ce métier. Il faut peut-être avoir des dons, hein, bien entendu, mais il faut creuser ce don et le travailler. Alors j'avais envie de prouver à ceux qui me lisent, et ils ont été nombreux, que malgré les difficultés de la jeunesse, de l'adolescence, à force de conviction, de travail, on peut arriver à faire ce qu'on aime. Question de Mathilde maintenant sur la notoriété et la célébrité. Oui, alors bonjour. Bonjour. Comment faites-vous la part entre votre vie privée et votre vie publique ? Et où est-ce que s'arrête votre vie publique ? C'est très compliqué parce que c'est vrai que quand je vais acheter le journal, je croise quelqu'un qui me dit « Salut Jean-Pierre », donc que je ne connais pas la personne. C'est toujours très très sympathique, hein. On m'aborde de façon sympathique et on peut difficilement couper, dire qu'il y a une ligne comme celle-là, d'un côté la vie publique, d'un côté la vie privée. Elle se mélange par la force des choses, mais moi j'ai simplifié ma vie. Je vais toujours chez les mêmes commerçants. Hein, j'habite à Paris, qui est un gros village, mais j'habite surtout un village dans le midi de la France où je vais chez les mêmes commerçants, chez mon boucher, chez mon boulanger, et quand j'entre dans la boutique, c'est pas un événement. Hein, c'est Jean-Pierre qui vient chercher son pain, sa viande ou son poisson. Pour moi, c'est
c'est la simplicité. Mais j'ai du mal encore à aller dans un endroit où je ne suis jamais allé, de peur justement que on oublie que c'est simplement un client qui vient pour faire un choix, pour privilégier la vie professionnelle. Donc, c'est compliqué. Hein. À la gare, ce matin, en attendant le train, on était assis dans un bistrot de la gare. Vous savez que les bistrots de gare sont toujours extrêmement chaleureux et sympathiques. Et donc, il y a un monsieur du bistrot qui est venu et qui m'a dit, je sais pas, 50 fois, c'est mon dernier mot, c'est mon dernier mot. Alors, et pourtant, à chaque fois, je lui ai dit oui. Eh ben non. Donc voilà. Et pourtant, j'étais là, j'ai rien demandé à personne. Question d'Hélène maintenant qui rebondit sur l'actualité. Pour en revenir à votre autobiographie, justement, vous révélez que votre père était violemment tué à Alger. À quel degré vous sentez concerné quant au printemps arabe? C'est très compliqué parce que la situation est, je pense, difficilement comparable. Mon père était un commerçant à Marseille qui importait des fruits et des légumes. Et il avait une succursale à Alger où il importait, où il exportait, je ne sais plus quoi. Et un jour, je crois que c'était les pommes de terre. Hein, ouais. Un jour, il est allé donc à Alger dans sa succursale. C'était en février 1962. C'était le commencement de la fin, c'est-à-dire qu'il allait avoir un mois et demi plus tard l'autodétermination, hein, votée par les accords d'Évian. Et il a été descendu dans la rue par 2 balles dans le dos, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Donc pour moi, ça a été, j'avais 14 ans, une quête, infinie que de chercher pourquoi lui, et pour quelle raison. Je n'ai pas trouvé, et tous ceux qui habitaient à l'époque l'Algérie me l'ont dit, parce que c'était comme ça, parce qu'il fallait bien qu'on se venge de, entre guillemets, l'occupant, n'est-ce pas, qui était en Algérie, alors que mon père, lui, n'était que de passage. Ça s'est passé comme ça s'est mal passé et je le regrette. Mais ce que je regrette, c'est que des personnes ont tout fait dans la dignité pour essayer de retrouver leur identité et leur liberté, et qu'ensuite cette identité et cette liberté a été confisquée par leur propre pouvoir. C'est ça, c'est en quoi je trouve cette révolution assez intéressante. Parce que cette liberté qu'ils appelaient de leur vœu, il y a 40 ou 50 ans, s'est transformée par l'enrichissement d'une caste au pouvoir et le même niveau toujours pour le peuple. Et donc il a bien fallu qu'un jour, mais il a fallu attendre 50 ans pour que les peuples se rebellent et aspirent légitimement, si vous voulez, à cette liberté, et que celles et ceux qui ont piqué dans la caisse en permanence soient enfin reconnus et punis. Mais il n'y a pas de lien entre ma vie personnelle, ce que j'ai vécu avec la mort de mon père, et cette révolution. Mais je pense que cette révolution, elle est salutaire, parce qu'on ne peut pas en permanence se satisfaire de personnes qui s'enrichissent contre le peuple. C'est pas politique ce que je dis, hein. Simplement humain. Hein. Maintenant, la politique, je ne m'en mêle pas et ça ne me regarde pas. On change de sujet maintenant avec Clément pour cette dernière question de la première partie. On va parler du grand écran avant de passer au petit après. Alors vous êtes apparu dans plusieurs films comme Le meilleur espoir féminin ou Mon meilleur ami, où vous jouiez votre propre rôle d'animateur. Alors, accepteriez-vous un vrai rôle qui vous demande de composer un autre personnage? Et si oui, quel type de personnage aimeriez-vous incarner? Ce serait difficile pour moi parce que je suis pas acteur. Et dans ta question, tu as eu la réponse, parce que dans les 2 ou 3 films dans lesquels j'ai tourné, j'étais moi. Donc c'est le seul mec que je fasse assez bien, quoi. Hein. Moi. Et je ne suis pas acteur parce que l'animateur, anima âme, l'animateur, il est lui-même. L'acteur, il endosse la vie, la peau de personnages. Et je ne sais pas si je pourrais le faire. Je ne sais pas si le public lui-même m'accepterait comme étant un personnage. Imaginons qu'on me demande de jouer le rôle, je ne sais pas, d'un bandit ou d'un prêtre. On ne pourrait pas s'empêcher de dire « Hey, c'est mon dernier mot », ça irait pas. Tu vois. Donc je pense que
je suis tellement marqué par ma profession qu'il serait difficile pour moi, me semble-t-il, d'entrer dans la peau d'un personnage si tenté je sache le faire, ce qui n'est pas le cas. Je sais, tu as déjà essayé de marcher face à une caméra? On ne sait pas où mettre les mains, on ne sait pas à peine où mettre les pieds. C'est très compliqué. C'est un métier, un vrai métier. Alors on a parlé de l'homme, on va s'intéresser maintenant à l'homme. À la femme. L'homme des médias et à l'animateur. C'est une première question de Pauline pour démarrer cette deuxième partie. Alors, quelles études avez-vous faites pour faire de la télé et de la radio? Aucune. Ça, au moins, c'est clair et net. Il n'y avait pas, à l'époque, de lycée comme le vôtre. Il n'y avait pas d'école de journalisme ou de communication. Moi, j'ai eu cette chance inouïe, alors que j'étais en fin de secondaire, qu'un de mes amis d'enfance, ça vient même pas de moi, écoute la radio, c'était Radio Monte-Carlo, et entendent un communiqué disant « On recherche de jeunes animateurs. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. » Et c'est mon copain d'enfance, qui est toujours mon copain d'enfance, et on habite toujours côte à côte, qui a écrit pour lui et pour moi. Nous avons passé un concours, et j'ai gagné le concours en attention, accrochez-vous, 900, c'était déjà le siècle dernier, 66. Donc j'ai gagné ce concours en 1966, et aux grandes dames de ma mère, qui s'est dit, qu'est-ce que c'est, en plus à Monte-Carlo, je savais même pas où c'était Monte-Carlo, je savais même pas s'il fallait un passeport, s'il y avait une frontière, des vaccins, pourquoi pas, allons-y. Donc je suis parti à Monte-Carlo, et ma vie professionnelle a commencé là. Donc j'avais 18 ans, je venais à peine d'avoir mon permis de conduire, j'ai pris la 2 chevaux de ma mère et je suis parti pour Monte-Carlo pour commencer ma vie professionnelle. Mais je n'ai pas fait d'études et j'ai eu cette chance inouïe, insolente, d'apprendre sur le tas, d'apprendre en écoutant les autres, d'apprendre en regardant les autres. Au bout de 6 mois, on m'a viré, normal. Je suis allé à Paris, j'ai fait le pied de grue à Radio Luxembourg à l'époque et à Europe 1. J'étais avec mon ami Patrick Topalov, avec lequel nous avions gagné ex-aequo. On est allé à Europe, on nous a engagés, on regardait nos collègues faire, et c'est comme ça que petit à petit, on a appris ce métier. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'école de communication. Pourquoi? Il y avait 4 radios et 2 télés. Donc maintenant, ça a un petit peu changé, et heureusement qu'il y a des établissements comme celui-ci pour vous accueillir et pour vous apprendre l'essentiel. Après, tout viendra de vous. Alors justement, l'image ou la voix, c'est encore une question de Pauline. Alors, est-ce que vous préférez travailler à la radio ou à la télévision? Oui. Et quelle principale différence faites-vous entre ces deux façons de communiquer? Moi, ma passion, mon vrai métier initial, c'est la radio. Parce que à la radio, avec un mot, un silence, on peut capter l'attention. À la télévision, c'est un peu compliqué parce qu'avec un mot et un silence, on peut capter l'attention, mais ça n'empêchera pas le téléspectateur de dire « Tiens, sa cravate est de travers » ou « Il est mal coiffé ». Donc, il y a des éléments qui font que le téléspectateur, parfois, n'est pas attentif comme il devrait l'être aux propos tenus. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère grandement la radio. Mais la télévision, c'est quand même extraordinaire parce que on arrive surtout maintenant à pratiquement tout faire dans l'instant. Dans le domaine de l'information, on peut aller au bout du monde tout de suite, hein, sans pour ça attendre que les images reviennent par bateau ou par avion, ce qui était le cas il y a quelques années pour les magazines comme 5 colonnes à la une. Hein. Les infos, on les avait qu'une fois par semaine à l'époque, quand elles arrivaient très vite en avion, hein, tournées avec de la pellicule. Maintenant, au bout du monde, on peut avoir des informations. Donc, ce sont 2 métiers exceptionnels, mais c'est vrai que ma préférence va à la radio, parce que j'ai été formé ainsi. Lucas s'intéresse maintenant plus globalement à votre parcours et à votre évolution. Votre ascension dans le monde des médias a-t-elle été difficile? Ascension, je veux dire que petit à petit, hein, quand on ne pense pas à ça quand on travaille, hein, il faut surtout pas penser à ça. Il faut surtout pas imaginer un plan de carrière. Hein. Moi, j'ai fait, au début, on fait tout ce qu'on vous propose parce que vous avez envie, vous avez faim, vous voulez absolument travailler. Et puis petit à petit, vous sélectionnez les choses que l'on vous propose.
c'est très compliqué au début de dire non. Hein, parce qu'on dit, tiens, j'ai pensé à toi pour faire ça. Oui, oui, hein, tu vas pas dire non. Maintenant, avec le temps, moi j'ai ce luxe fantastique de pouvoir dire non à des projets ou à des émissions qui ne me plaisent pas. Et donc je choisis ce qui me semble être bien pour l'homme que je suis. Et donc l'ascension, elle se fait comme ça, petit à petit, sans que tu y prêtes cas. L'ascension, en fait, par rapport à un alpiniste, on va pas parler d'ascension dans nos métiers, mais on va parler de longévité. Donc si tu es là encore après quelques décennies, c'est que peut-être ça se passe pas trop mal. Justement, belle transition. Question sur la longévité de Clément. Alors, est-il plus facile de durer à la radio ou à la télévision? Moi, je pense que c'est très complémentaire. Je pense que c'est très complémentaire. Moi, j'ai commencé la télévision bien après la radio et je mène ces deux vies professionnelles en parallèle depuis 30 ans ou 25 ans. Et donc, je pense que c'est à peu près la même chose. Il faut être beaucoup plus prudent, me semble-t-il, comme je l'évoquais il y a une seconde, en télévision, parce que l'image use beaucoup plus rapidement que la voix. Alors, est-ce que c'est le format ou est-ce que c'est l'animateur qui fait la différence? C'est une question de Pauline. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, fait le succès de vos émissions et en quoi est-ce que vous pensez y contribuer? Moi, je suis un maître d'hôtel. Je passe les plats. Hein? C'est-à-dire, si c'est mauvais en cuisine, ben, je passe du mauvais. Si c'est bon en cuisine, ben, je passe, j'enjolive peut-être le bon en y apportant quelques fioritures. Vous composez le menu quand même. Oui, mais je fabrique pas, je suis pas producteur. Moi, je suis présentateur, donc je suis maître d'hôtel. Hein. Je passe les plats. Mais l'animateur seul ne suffit pas. Moi, j'ai eu la chance, dans ma carrière télévisuelle, d'avoir des concepts formidables. Hein. Je sais pas, moi, un des premiers, ça s'appelait, vous n'étiez pas né, l'Académie des Neufs. Donc ça marchait très bien. Ensuite, j'ai eu la chance de faire Sacrée Soirée. Ça a duré un septennat. Puis les années tubes, ça a duré 2 quinquennats. Puis Qui veut gagner des millions. Donc j'ai eu la chance d'avoir des concepts formidables. Et c'est vrai que peut-être les ai-je bien portés et bien servis. Mais l'animateur sans concept, ça marche pas. Et le bon concept sans animateur, c'est ça qui est bien pour nous, ça marche pas non plus. Une question de Jérémy maintenant, on l'appelle communément des traversées du désert. Avez-vous vécu les moments de crise dans votre carrière? Des passages à vide? Je pense pas beaucoup. En des moments de doute, peut-être. Hein. Quand un programme s'arrête, à la fin de Sacrée Soirée, je me suis posé la question de savoir si j'allais pas être emporté avec la fin de l'émission. Hein. C'est vrai qu'on peut douter, mais j'ai pas eu ce qu'on appelle communément dans nos métiers une traversée du désert. Bon, j'ai eu de la chance parce que dès la fin d'un programme, on est arrivé à un autre et le temps entre les deux était extrêmement court, à tel point que je n'ai pas eu besoin de me poser la question. Mais on a en permanence des moments de doute quand on lance un nouveau programme, quand on voit que le programme que l'on présente commence à décliner petit à petit, on se dit, tiens, peut-être que je vais être emporté. Enfin, maintenant, bon, là où j'en suis, c'est pas grave si je suis emporté. Hein. C'est pas très très grave. C'est plus compliqué quand on est emporté, quand on débute, que quand on est à l'issue d'une vie professionnelle riche et dense. Un petit peu d'autocritique avec Lucas. Quelle a été l'erreur de parcours que vous regrettez le plus? Il y en a sans doute eu beaucoup, mais on ne peut pas les regretter. Parce que les erreurs de parcours, elles te font prendre conscience de la réalité. Si tout va bien, ça devient à la limite fade. La vie, comme la vie professionnelle, est faite de pleins et de déliés. Hein. La règle du jeu, c'est d'avoir beaucoup plus de pleins que de déliés. Mais les déliés sont importants. Hein. C'est vrai que j'ai dû faire des erreurs, des émissions que je n'aurais peut-être pas dû faire, mais bon, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait être prudent. Et donc, ces erreurs sont salutaires et constructives. L'Académie des Neufs, Sacrée Soirée, Qui veut gagner des millions. Jérémy s'intéresse à tous ces changements, toutes ces évolutions.
Alors vous avez connu une longue carrière avec nombre d'émissions. Qu'est-ce qui a le plus évolué dans la... Je préférais vous connaissez, parce que je suis pas mort. Hein. Parce que là, tu emploies l'imparfait. Au présent. Donc, vous connaissez une longue carrière et non pas vous avez connu. Parce que, bon. On la refait. Donc vous connaissez une très longue carrière. Et donc, avec nombre d'émissions, qu'est-ce qui a le plus évolué dans la conception de celle-ci? Alors, c'est une très bonne question parce que moi, j'ai commencé mon métier et la télévision était un artisanat. C'est devenu une industrie, hein, avec des conséquences financières, des investissements extrêmement importants. Hein. Et donc, voilà, ce qui a changé, c'est que l'artisanat, c'est-à-dire le pif, l'intuition, comptait beaucoup à mes débuts, alors que maintenant, on s'appuie, certes, toujours sur le pif et l'intuition, mais aussi beaucoup sur les études, sur le coût, sur les conséquences, etc., etc. Voilà ce qui a changé dans mon métier. On laisse moins de temps aussi aux émissions de s'installer. On laisse un petit peu moins de temps, encore que, contrairement à l'idée reçue, on peut laisser quand même un peu de temps à certaines émissions. Vous y avez croisé Je prends un exemple, pardon, de TF1, qui parfois ont fait ce faux procès, mais souvenez-vous, la Star Academy, à ses débuts, ne fonctionnait pas. On a laissé le temps à la Star Academy de s'installer, et elle a fonctionné que 4 ou 5 mois après son lancement. Donc, je ne sais pas si Nikos vous l'a dit, mais voilà, donc le temps est important, oui. Vous y avez croisé deux Lorraine, Sophie Talman et Geneviève de Fontenay, question de Lucas. En sachant je vais déjà vous mettre à l'aise. Oui. Je suis copain avec l'une des deux. Oui. Laquelle? Non, donc comme on le sait, donc Geneviève de Fontenay a créé son programme Miss Nationale. Pourquoi vous continuez-vous à présenter Miss France? Je continue à présenter Miss France, d'abord parce que je suis fidèle à mon entreprise, parce que je ne crache pas, moi, dans la soupe, et je ne dis pas de mal de la main qui me nourrit, où je pars. Ok? Comme j'ai décidé de ne pas partir, c'est que vraisemblablement je me sens bien là où je suis, et je me sens bien à TF1 depuis plus de 20 ans. Donc j'ai le mérite mon mérite à moi, hein, pas vis-à-vis d'autrui, d'être, comme je le disais tout à l'heure, en accord avec moi-même. Ce que j'ai reproché à Geneviève de Fontenay, c'est que comment dirais-je, souvent, elle avait des propos qui, moi, me choquaient vis-à-vis de TF1, vis-à-vis des Miss, vis-à-vis du présentateur de l'émission. Dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux partir. Hein. Donc je lui souhaite bonne chance, je lui souhaite du succès, mais je lui souhaite surtout d'être un petit peu plus au fait de la réalité. Quant à Sophie Talman, oui, elle voulait prendre ma place, en tout cas elle a trouvé la sienne. Il ne faut pas vouloir devenir Jean-Pierre Foucault, Arthur de Chavannes ou Nikos, ils existent. Donc il vaut mieux créer sa propre place avec sa propre image. Alors, petit flashback maintenant avec Lucas. Quel est votre meilleur souvenir de télévision? C'est très compliqué. Mon meilleur souvenir de télévision, c'est le tout premier. 1972, j'étais dans les mythiques studios de Cognac-G, à Paris, la rue Cognac-G, au studio 4. Je faisais les dimanches après-midi que produisait Guy Lux. J'annonçais des séquences. Hein. J'annonçais Maya l'abeille, déjà. Hulk. J'annonçais 2-3 trucs et j'apparaissais comme ça, je sais pas, 5-6 fois 1 minute dans ce programme qui s'appelait C'est dimanche. C'est original, c'est un dimanche, ça s'appelait C'est dimanche. Bon. Et j'habitais chez ma tante à Neuilly-sur-Seine, le Neuilly, le petit Neuilly, pas le Neuilly. Bon. Et je me suis arrêté, la pharmacie de garde était à côté de chez ma tante, j'ai mal à la tête, je suis allé acheter de l'aspirine, et la pharmacienne a dit « Ouais, je vous ai vu à la télé tout à l'heure. » Ben écoutez, quand on vous dit ça pour la première fois, après il y en a eu d'autres, hein, pour la première fois, vous vous dites « Tiens, sait-on jamais, peut-être que ça va marcher. » Question d'Hélène maintenant, au présentateur de Sacrée Soirée. Alors on peut observer aujourd'hui à la télévision un déclin inexorable des émissions de variété, qui étaient pourtant avant des émissions phares et familiales depuis la naissance de la télévision. Est-ce que vous avez une explication par rapport à ce déclin?
Il y en a plusieurs d'explications. La première, je pense, moi, c'est mon avis, que c'est de la faute au service de marketing des maisons de disques, qui ont, comment dirais-je, tellement ennuyé les artistes en leur disant, si tu vas dans une émission de variété, il faut que tu présentes ton dernier album, que tu chantes que ton dernier succès, alors que nous avions pour devoir, vis-à-vis des téléspectateurs qui nous regardent, certes, de parler de la dernière création, mais aussi de demander aux artistes de chanter un succès d'il y a quelques années, etc., pour que l'émission de variété soit variée. C'est ça, variété, hein. On oublie un peu, mais faut qu'elle soit variée. Et donc, les artistes, poussés par les services marketing de leur maison de disques, acceptaient de venir uniquement pour parler de leur dernière création et sans s'ouvrir sur leur propre vie, donc se refermer sur eux-mêmes. Et donc ça a tué la variété parce que on n'a pas besoin, c'est pas une jukebox, c'est une émission de variété. Une émission de variété, c'est une émission où on parle, où on s'assied, où on émeut, où on surprend, où on écoute, où on se souvient. Et à cause de cela, elles se sont arrêtées petit à petit parce qu'il n'y avait plus rien d'événementiel dans les émissions de variété. Hein, et c'est pour ça qu'elles se sont, à mon avis, arrêtées. Et maintenant, les maisons de disques souffrent énormément parce qu'on va télécharger tel ou tel, légalement, je l'espère, tel ou tel succès. Et la maison de disques a moins de... Vous vous rendez compte que maintenant, un artiste, quand il sort un disque, vous savez où il va le présenter? Aux 20h, le seul endroit où il ne peut pas chanter. C'est incroyable, non? Alors qu'avant, il avait des sites d'accueil exceptionnels qui étaient les grandes émissions de variété. C'est comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit de la faute à la télévision. Ça ne vous redonne pas envie, vous, de refaire? Non, parce que le mal est fait. Hein. Le mal est fait, et puis que... ce serait extrêmement compliqué de remettre la machine en route, bien qu'il y ait, depuis que nous ayons arrêté, une nouvelle génération d'artistes. Mais bon, on fait des émissions un peu différentes, voilà. Question de Mathilde maintenant au présentateur de Qui veut gagner des millions. Alors, le film Slumdog Millionnaire, qui est sorti il y a quelques années, reprend le concept de Qui veut gagner des millions. Est-ce que vous avez été touché par ce film? Énormément. J'avais été touché par le livre que j'avais lu avant. Et puis, quand le film est sorti, j'ai amené toute mon équipe de TF1 et d'RTL à la projection. Et j'ai été profondément touché par ce film. C'est sûr, c'est le même jeu, hein, puisque c'est un jeu qui a été créé par un Anglais, qui est vendu, je pense, dans 100 ou 110 pays, avec des présentateurs différents. Mais j'ai été choqué par deux libertés de l'auteur qui sont loin de la réalité. D'abord, l'animateur est très antipathique, ce qui, me semble-t-il, n'est pas le cas en France. Et ensuite, on voit l'animateur aux toilettes, vous vous souvenez, écrire réponse B sur le miroir des toilettes au candidat. Ce qui est impossible dans tous les pays du monde, puisque je ne peux pas, moi, et tant mieux, croiser les candidats avant ou après. Donc, si je vais aux toilettes, si le candidat va aux toilettes, il est suivi jusqu'à la porte par un membre de la sécurité, donc parce que ce sont des jeux d'argent, et que les jeux d'argent sont régis par la loi, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. À tel point que je ne souhaite pas, et je ne les connais pas, connaître les questions. Parfois les réponses, comme vous, mais les questions, je ne veux pas les connaître avant. Hélène s'intéresse maintenant à la dictature de l'audience. Ouh là là! Alors, donc, on peut voir dans les émissions que vous avez présentées que certaines ont été plutôt boudées par le public. Donc, est-ce que vous considérez que l'audimat est un critère qui définit la qualité et la durabilité d'une émission? Non, on ne parle pas de qualité. L'audimat, c'est le nombre de personnes qui regardent. L'audimat, c'est le public qui est face à vous. Si vous changez dans votre conversation et dans votre discours le mot audimat par public, est-ce que vous êtes choqué par la dictature du public? Non. Pour qui travaillons-nous? Pour le public. Si le public vous dit « ça ne me plaît pas », vous n'allez pas continuer dans cette direction qui n'est pas la bonne. Si je veux faire des émissions très particulières, je vais sur des chaînes thématiques. Hein, si je veux faire des émissions qui sont un peu plus compliquées, si je puis me permettre d'utiliser ce mot un peu simpliste,
Bon, si c'est compliqué, je vais sur une chaîne thématique. Mais nous, dans une chaîne comme TF1, qui est une chaîne généraliste, nous plaisons dans la dignité au plus grand nombre. Quand le public vous dit non, franchement, ça me plaît pas, il faut le croire. D'autant que le public, ça c'est assez magique, assez curieux, il réagit en même temps comme un seul homme alors qu'ils ne se connaissent pas les uns les autres. Expliquez-moi pourquoi nous, professionnels de la télévision, on invente des produits, on invente des émissions en disant ça va être formidable, ça va marcher. Et expliquez-moi pourquoi de l'autre côté, les gens sans se connaître, ensemble disent non, on ne veut pas le regarder. Ou on le regarde et c'est très très bien. C'est cette magie, heureusement, qui existe encore, qui fait que il faut être très très prudent dans les choix que nous faisons. Et quand on part pour une aventure, on est toujours persuadé que c'est la bonne. Et parfois le public vous dit c'est pas la bonne. L'avant-dernière question de Clément au présentateur de la Ferme Célébrité. Alors, que pensez-vous de la télé-réalité ? Ce qui me gêne, c'est le mot télé-réalité. La télévision du réel, on pourrait imaginer que c'est le mot télé-réalité. Hein. Miss France, c'est de la télévision du réel. Pourtant, ne l'associez pas à la télé-réalité. Miss France, c'est une bergère qui devient princesse. Même reine. Non mais c'est vrai. Hein. Regardez, toutes les Miss France, n'imaginez pas un jour vivre le rêve qu'elles ont vécu. Ce qui, pour répondre plus directement à ta question, je n'aime pas la télé-réalité qui étale la bêtise. Voilà. Moi, personnellement, ça me choque. Peut-être que je suis un vieux machin, mais je n'aime pas la télé-réalité qui étale la bêtise, où on voit des jeunes gens qui savent pas dire 3 mots, qui considèrent que le fait de paraître ou d'apparaître à la télévision 10 minutes représente la notoriété ad vitam aeternam. Donc je leur souhaite d'être solides aux uns et aux autres à la sortie de cette télé-réalité, parce que 5 minutes après, ces personnes retombent dans l'oubli. Et c'est pas la vie. Voilà, ça me gêne. Mais bon, c'est un avis très personnel. La dernière question de votre face au lecteur sera de Clément, et elle va intéresser tous les étudiants et tous les lycéens qui sont dans cette salle. Alors, si vous deviez donner un conseil à un jeune qui veut se lancer dans ce métier d'animateur, ce serait lequel ? Je l'ai évoqué en début d'interview, c'est de rester soi-même. Plus important, c'est de rester soi-même. C'est une richesse qui vous appartient les uns et les autres. Restez vous-même. Ne changez pas. N'essayez pas de faire comme, etc. N'essayez pas d'être à la mode. Surtout pas. Parce que quand on est à la mode, un jour on est démodé. Donc il ne faut pas être à la mode. Il faut être soi-même. Et surtout, il faut travailler. Il faut oublier l'illusion de la facilité que donnent nos métiers. C'est vrai que c'est tout sauf facile. Mais tant que le public le prendra comme ça, c'est que vous aurez bien travaillé. Jean-Pierre, merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci au nom des 6 lecteurs autour de moi qui ont beaucoup travaillé pour J'espère que j'ai répondu aux questions. C'était parfait. Et merci au nom des lecteurs du Républicain Lorrain qui vous liront demain et qui regarderont l'émission en version intégrale qu'on a enregistrée ici. Merci encore une fois. À bientôt. À bientôt, j'y compte bien. À bientôt, merci.